Septembre 1529. Une pluie diluvienne noie les plaines d'Autriche. Sous cette boue sanglante, une vision d'apocalypse se dessine à l'horizon. 120 000 hommes, 300 canons, et les bannières au croissant de lune qui flottent à perte de vue. À la tête de cette armada, l'homme le plus puissant du monde, Soliman le Magnifique. Face à lui, une ville aux murailles vieillissantes, défendue par une garnison 7 fois inférieure en nombre. Si Vienne tombe, la route vers Rome et le Rhin est ouverte. L'Europe telle que nous la connaissons est sur le point de basculer. Aujourd'hui, dans les chroniques des guerres, nous plongeons dans l'un des affrontements les plus décisifs de l'histoire de l'humanité. Attachez vos armures. Voici l'histoire du premier siège de Vienne. Pour comprendre pourquoi le sang a coulé sous les murs de Vienne, il faut regarder vers l'Est. Depuis la chute de Constantinople en 1453, l'Empire ottoman est une machine de guerre inarrêtable. En 1526, à la bataille de Mohacs, le royaume de Hongrie est littéralement pulvérisé en une après-midi. Le roi Louis II meurt dans la débâcle. Le trône de Hongrie est alors revendiqué par Ferdinand de Habsbourg, frère de l'empereur Charles Quint. Pour Soliman, c'est une insulte, mais c'est aussi l'opportunité parfaite. Le sultan ne veut pas seulement la Hongrie, il veut humilier les Habsbourg, ses rivaux qui osent se dire « empereurs d'Occident ». Au printemps 1529, Soliman quitte Constantinople. Sa destination ? La Pomme d'Or, le surnom que les Ottomans donnaient à Vienne. C'est le verrou de l'Europe centrale. Si ce verrou saute, plus rien n'arrêtera les janissaires. Mais avant même que le premier coup de canon ne retentisse, le destin commence à jouer des tours au sultan. L'année 1529 est l'une des plus pluvieuses du siècle. Imaginez des milliers de chameaux, des chevaux et des dizaines de milliers d'hommes s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la boue des Balkans. Les routes deviennent des rivières. Les maladies, comme la dysenterie, commencent à décimer les rangs. Plus grave encore pour les Ottomans. L'artillerie lourde, les gigantesques bombardes capables d'abattre des murailles, restent bloquées dans la boue. Soliman est contraint d'abandonner ses plus gros canons en chemin. C'est un tournant crucial. Lorsqu'il arrive enfin devant Vienne le 27 septembre, il n'a avec lui que de l'artillerie légère. Il compte sur une victoire rapide par la terreur et le nombre. Mais les défenseurs l'attendent de pied ferme. À l'intérieur de Vienne, l'ambiance est électrique. La ville est dirigée par un vétéran de 70 ans, Niklas Graf Salm, un homme de fer, un mercenaire qui a passé sa vie sur les champs de bataille. Il sait que les murs de Vienne sont médiévaux, trop fins pour résister longtemps. Alors, il ordonne des mesures radicales. On rase toutes les maisons situées à l'extérieur des murs pour ne laisser aucun abri aux assaillants. On renforce les portes avec de la maçonnerie. On pave les rues de terre battue pour absorber l'impact des boulets de canon. La garnison est composée de 17 000 soldats professionnels, dont les redoutables lance-quenets allemands et des arquebusiers espagnols, épaulés par 5 000 bourgeois volontaires. Ils savent que s'ils perdent, il n'y aura pas de quartier. Le siège commence. Les canons ottomans tonnent, mais sans l'artillerie lourde, ils ne font qu'égratigner les murs. Soliman change de stratégie. S'il ne peut pas passer par-dessus les murs, il passera par-dessous. C'est ici que commence l'un des aspects les plus terrifiants du siège, la guerre des mines. Les sapeurs ottomans, des experts venus des mines de Serbie, creusent des tunnels pour placer des charges de poudre sous les bastions. Dans Vienne, le silence est l'arme des défenseurs. Les soldats placent des seaux d'eau ou des tambours avec des poids sur le sol pour détecter les vibrations. Dès qu'un bruit suspect est entendu, les Autrichiens creusent leur propre contre-mine. C'est une guerre de rats, une boucherie à la lueur des torches, à 10 mètres sous terre. On se bat à l'épée, au poignard, dans des tunnels étroits où l'air manque. Les défenseurs parviennent à intercepter et à faire sauter plusieurs mines ottomanes avant qu'elles n'atteignent les murs. Mais le 12 octobre, une brèche géante est enfin ouverte. Le 14 octobre, le ciel est sombre. Soliman sait que l'hiver approche et que ses troupes sont à bout. Il promet une récompense immense à ses janissaires, l'élite de l'armée, s'ils prennent la ville. 3 colonnes d'assaut se jettent dans les brèches. Le cri de Allahu Akbar déchire l'air, répondant aux cloches de la cathédrale Saint-Étienne qui sonnent à la volée. Les janissaires chargent avec une bravoure fanatique. Mais en face,
Les lansquenets ont formé un mur d'acier avec leurs pics et leurs énormes épées à 2 mains, les Zweihander. Les arquebusiers espagnols font pleuvoir un feu nourri depuis les hauteurs. Le combat dure des heures. Le sang coule à flot dans les décombres. Niklas Grafsalm est lui-même blessé par une pierre projetée par une explosion. Mais les lignes chrétiennes tiennent. À la fin de la journée, les Ottomans reculent. C'est l'échec. Le moral de l'armée du sultan s'effondre. Le lendemain, le 15 octobre, les défenseurs sur les remparts n'en croient pas leurs yeux. Le camp ottoman brûle. Soliman a ordonné la retraite. Il fait égorger les prisonniers qu'il ne peut pas emmener, et son armée s'enfonce dans une retraite cauchemardesque sous les premières neiges d'octobre. Le siège est levé. Vienne est sauvée. Pour Soliman le Magnifique, c'est son premier grand échec. Il ne parviendra jamais à prendre la ville. Pour l'Europe, c'est un séisme psychologique. L'invincible armée ottomane peut être vaincue. Ce siège marque la limite historique de l'expansion de l'islam en Europe centrale. Il faudra attendre 150 ans pour que les Ottomans reviennent une seconde fois devant Vienne en 1683. Mais c'est une autre histoire que nous raconterons bientôt. Niklas Grafsalm mourra quelques mois plus tard de ses blessures, mais son nom restera gravé dans l'histoire, comme l'homme qui a tenu le rempart. Si cette plongée dans le feu et l'acier vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner aux Chroniques des guerres, de liker et de me dire en commentaire quel autre siège vous aimeriez explorer. L'histoire est écrite avec du sang, mais elle se lit avec passion. À bientôt pour une nouvelle chronique.